Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Des dizaines d'interpellations adressées aux membres du gouvernement sont restées sans suite depuis l'établissement de la législature actuelle. Et si le gouvernement décide de répondre aux inquiétudes ou incompréhensions des députés, ce sont parfois des ministres qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'affaire en question qui sont envoyés au Parlement. L'une des dernières initiatives restées sans suite est l'interpellation liée au lancement de la réfection, au financement de la réfection de l'aéroport de Niamtougou. Alors ce matin, nous nous interrogeons, l'Assemblée nationale a-t-elle la capacité de contrôler effectivement l'action du gouvernement? Et pour en parler, nous sommes avec Isabelle Améganvi, présidente du groupe parlementaire ANC. Bonjour. Bonjour. Le débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. L'Assemblée nationale a-t-elle la capacité de contrôler effectivement l'action du gouvernement? C'est le thème du jour. Mais avant d'aller un peu plus au fond de ce sujet, Isabelle Améganvi, vendredi dernier, de nouvelles préfectures ont été officialisées par la loi. Vous avez dénoncé jusqu'au bout cette démarche. Maintenant, est-ce que vous vous retrouvez devant le fait accompli? Vous savez, comme d'habitude, on peut dire que nous nous retrouvons devant le fait accompli, mais avec cette nuance que nous avons accompli notre mission qui est celle de veiller et qui est celle de défendre les intérêts de la population togolaise. Cela veut dire que nous avons au niveau du groupe parlementaire et ANC, 3 députés ont déposé conformément à la constitution, au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, des amendements pour apporter des correctifs sur les incongruités que nous avons eu à constaté dans le projet de loi qui a été envoyé à l'Assemblée nationale par le gouvernement. C'est vrai que ces amendements ont été balayés pour des raisons qui sont propres au gouvernement et à la majorité unir à l'Assemblée nationale d'un revers de main, mais il est clair que pour aujourd'hui, les populations togolaises savent que nous avons joué notre partition en attirant l'attention, en proposant des choses pour corriger ce que nous avons trouvé d'anormal dans le texte qui est proposé. Tout ceci conformément aux dispositions constitutionnelles qui permettent aux députés de déposer des amendements et qui interdit également que le développement ou le pays soit géré de manière discriminatoire et irrégulière, et conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale également, qui permet à des députés donc de déposer des amendements à un projet de loi. Donc tout cela n'a c'est vrai, tout cela n'a rien donné, mais aujourd'hui les Togolais savent ce qui se passe. Les Togolais, je crois, comprennent pourquoi ce texte a été envoyé de manière bizarre en ce moment où nous nous battons pour la décentralisation qui va nous amener aux élections locales, et que le gouvernement, qui veut encore une fois ramer à contre-courant, a choisi plutôt de déconcentrer en érigeant pour des raisons électoralistes des préfectures de la manière la plus irrégulière qu'il soit. Alors votre incompréhension réside surtout sur les critères qui ont servi de base au gouvernement dans la création de ces préfectures. L'exemple d'Aguanivé par exemple, environné par plusieurs autres cantons, qui a été le seul retenu comme préfecture, pareil pour Adéti Kopé, et vous ne comprenez pas pourquoi les autres localités n'ont pas été prises en compte mais plutôt rattachées à la commune. Voilà. En réalité, le problème qui se pose, c'est que le gouvernement, dans son exposé des motifs, définit lui-même un critère soi-disant objectif, qui est celui de rapprocher l'administration des administrés. Bon, c'est vrai qu'il y a également les critères de
je dirais, démographiques, etc. et autres. Mais le gouvernement a dit que le critère principal qui le détermine à créer ces préfectures-là, c'est le fait qu'il a le souci de rapprocher l'administration des administrés. Et donc, prenant ce critère, nous nous sommes rendus compte que si c'est cela véritablement le critère objectif du gouvernement, ce critère doit pouvoir valoir pour d'autres zones aussi. Certains députés ont donné l'exemple de l'actuelle préfecture du Hao, qui est une préfecture très vaste et très peuplée également, qui mérite qu'on puisse créer la scinder en deux et créer une autre préfecture, soit de Hao Sud, Hao Nord ou Hao Est ou Ouest, c'est selon. Qu'on puisse réunir, détacher certains cantons aujourd'hui pour en faire une préfecture. Nous, par rapport aux propositions d'amendement faites par les 3 députés du groupe parlementaire ANC, nous avions proposé la préfecture de Zior. La préfecture de Zior est une préfecture très peuplée et une grande préfecture également, superficiellement parlant, et qui fait partie de la région maritime, je dirais la région la plus peuplée du territoire national. Et vous verrez que le chef-lieu de la préfecture du Zior aujourd'hui est Tchévié. Or, il se trouve que la ville de Tchévié est distante de plus de 100 km de certains cantons, notamment Gapé, Gapé-Kodji, Gamé, Gapé Centre et autres. Et donc, nous avions proposé qu'on puisse créer la préfecture du Zior Nord en y incluant ces préfectures-là et pour mettre Agbeloué comme chef-lieu de cette préfecture-là. Cela figure en bonne et due forme dans la proposition d'amendement déposée par les députés, les 3 députés. Il en est de même de la préfecture du Golfe. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous savez, la préfecture du Golfe, aujourd'hui, est une préfecture qui couvre en forme de demi-cercle la commune de Lomé, les 5 arrondissements de la commune de Lomé. Peut-être à gauche, vous avez Aplaou et ses cantons. Et au milieu, vous avez Agouenivé et à droite, vous avez Baguida et également ces autres localités. Alors, lorsque vous prenez cette préfecture du Golfe, Lomé commune, ça fait au total, selon les chiffres donnés par le commissaire du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale lui-même, à notre demande à l'Assemblée nationale, ça fait à peu près 1,4 million et quelques mille habitants. Donc, c'est aujourd'hui sans Agouenivé, sans la nouvelle préfecture d'Agouenivé. Alors, nous nous sommes dit que si le souci du gouvernement est de rapprocher l'administration de l'administré, ce qui est valable pour les nouvelles préfectures, notamment Oti Sud et Naki Est, créées par le gouvernement, les mêmes critères valant pour Baguida d'une part et pour Aplaou d'autre part. Et donc nous avons proposé que, en plus de la création de la préfecture d'Agouenivé, si tant est que ce critère est objectif, le gouvernement doit pouvoir créer également la préfecture de Golfe. Nous avons proposé que l'on chante de Golfe Ouest et la préfecture de Golfe Est, notamment avec chef-lieu Baguida et de l'autre côté avec chef-lieu. Et nous avons proposé également, parce que on a proposé que le nom de la nouvelle préfecture soit Agouenivé, préfecture d'Agouenivé avec chef-lieu Agouenivé. Nous avons proposé de garder le Golfe et donc de diviser le Golfe par zone, c'est-à-dire Golfe Nord, Golfe Est et Golfe Ouest. Autrement dit, l'actuelle préfecture d'Agouenivé se retrouverait divisée peut-être en deux entre la préfecture du Golfe Est pas ou du Nord. tout, pas du tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, la préfecture d'Agouenivé, on a pris Agouenivé et c'est ça aussi qui est bizarre, qui est le troisième problème qui s'est posé, c'est que on est parti prendre le canton d'Adétikopé dans la préfecture du Zior, alors que Adétikopé est distant de Tchévié, le chef-lieu de Zior, de 10 km, est distant de Agouenivé de plus de 12 km. Ce qui fait que le critère déterminé par le gouvernement lui-même ne vaut pas pour qu'on puisse enlever Adétikopé de la préfecture du Zior pour le rattacher à
à Gouenivé. Et donc nous avons proposé que Adeti Kopé reste dans la préfecture de Zio et que le Zio Nord puisse être détaché et créé. Adeti Kopé reste dans le Zio tel qu'il est aujourd'hui. Et donc à Gouenivé va rester tel quel, sans Adeti Kopé. Et maintenant, il y aura, nous proposons la création de 2 autres préfectures en plus, c'est-à-dire celle de Golfe Ouest qui va être à Plaous Agbado et celle de Baguida, dont le chef-lieu sera Baguida. Voilà les propositions que nous avons faites. Et vous verrez que selon le chiffre donné par le commissaire du gouvernement lui-même, le tableau donné sur toutes les préfectures qui couvrent le territoire national, vous verrez que la répartition démographique se fait souvent à 100 et quelques habitants, 200 et quelques habitants, et c'est la préfecture du Golfe seule qui a une spécificité qui compte autant d'habitants, 1 400 000. Et donc nous avons proposé qu'une fois que ces préfectures-là, les 3, le Golfe sera divisé donc en 3 préfectures, que Lomé intramuros, c'est-à-dire Lomé avec ses 5 arrondissements, puisse être doté d'un statut particulier. Ce qui va permettre de répondre aux critères définis par le gouvernement lui-même. On aura réglé le problème de la concentration démographique en mettant Lomé et ses 5 arrondissements avec un statut particulier, et le Golfe qui fait le demi-cercle sur la commune de Lomé divisé en 3 en préfecture, et ça aurait réglé le problème. Et c'est contre toute attente que le gouvernement, ce n'est pas le commissaire du gouvernement ne reconnaît pas la pertinence de la proposition que nous avons faite. Mais c'est qu'il nous dit, oui, c'est vrai, ce que vous avez dit pour Ziola, pour Haro, tout ça là, c'est vrai, mais oui, nous, on veut créer les 4 d'abord, et puis on verra après. Alors nous sommes dit non, ce n'est pas possible. La Constitution ne dit pas que pour certaines localités, on puisse voir tout de suite, et pour d'autres, qu'on puisse voir après. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais pourquoi voulez-vous régler le problème dans certaines localités et laisser pour contre d'autres localités? Ce qui est interdit d'ailleurs par la Constitution, article 11, alinéa 3, et également par l'article 38, parce que tous les Togolais sont égaux devant la loi, et lorsque il est permis à ce que on facilite la vie de la population togolaise, on doit pouvoir le faire. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à constater que c'est pour des raisons bassement électoralistes que le gouvernement a pu agir de la sorte. Justement, vous basiez vos dénonciations de ce projet de loi qui a finalement été voté sur ces intentions électoralistes, justement, que vous prêtiez au gouvernement. Aujourd'hui, une fois ce texte adopté, est-ce que cela veut dire que les élections locales, dans la perspective desquelles vous pensez que le gouvernement est en train de faire ces réformes, est-ce que vous pensez que ces élections locales sont perdues d'avance pour l'opposition? Non, pas du tout. Parce que vous savez, nous sommes en bataille et ce n'est pas terminé. La lutte continue. Mais nous, de l'opposition, nous avons à attirer l'attention de la population, à dénoncer ce qui n'est pas normal, et c'est ce que nous faisons, et nous allons le faire jusqu'au bout. Voyez-vous, nous nous sommes battus, et vous avez vu que depuis le début de cette année, nous avions eu en chantier deux points principaux sur lesquels nous nous battons. C'est les réformes telles que prévues par l'APG et l'organisation des élections locales, parce que plus de 20 et quelques années après, je crois qu'il y en a assez de ce qu'on appelle les délégations spéciales et tout ça, qui n'ont de légitimité que leur pouvoir usurpé aux vraies collectivités locales élues qui devaient gérer nos collectivités. Mais là, est-ce que ça veut dire que ces nouvelles préfectures n'auront pas réellement d'incidence sur les résultats de ces élections? Non, vous savez, les préfectures, la création des préfectures procède de ce qu'on appelle la déconcentration. Or, il se trouve que pour les locales, nous nous battons pour la décentralisation. Et voyez-vous, c'est ce qui est incongru. C'est pour ça que c'est pas que nous prêtons des intentions, c'est l'intention du gouvernement, c'est électoraliste, et c'est par rapport aux élections législatives que le gouvernement est en train de se comporter comme cela. Pourquoi? Parce que pour les locales, il n'y aura pas réellement d'incidence. Non, pour les locales, en fait, il y a besoin de créer les communes, parce que et bizarrement, le gouvernement a déposé aussi un projet de loi portant création des communes. Bon, et voyez-vous, si on crée les communes, mais l'inquiétude du gouvernement, qui est celle de rapprocher
l'administration de l'administration sera réglée, parce qu'une fois que les mairies seront installées sur toute l'étendue du territoire, ils donnent l'exemple, par exemple, de la légalisation de documents, par exemple. Mais c'est plus facile parce que ce genre d'activités liées à l'état civil, c'est des activités qui se font à la mairie. Et donc, si la décentralisation dont nous parlons est faite, réalisée équitablement et judicieusement, il n'y a pas de problème sur l'inquiétude et tout ça. Et donc, aujourd'hui, parler de rapprocher l'administration de l'administration en faisant la déconcentration. Et puis, vous savez, dans les pays, je dirais, où les choses se passent normalement, on décentralise d'abord avant de déconcentrer. Voyez-vous? Parce que les préfectures sont composées des cantons et même des communes. Donc, on ne peut pas créer la préfecture avant de créer les communes. C'est pour ça que nous disons que le gouvernement rame à contre-courant. Et que ce problème est lié à des problèmes électoralistes. Parce que, voyez-vous, le mode de scrutin que nous avons aujourd'hui, en ce qui concerne les législatives, c'est le scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Et le gouvernement prend la préfecture pour circonscription électorale. Et vous savez, aujourd'hui, chaque circonscription électorale dispose d'au moins 2 sièges à l'Assemblée nationale. Voyez-vous? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement crée de nouvelles préfectures aujourd'hui, ça veut dire que ces préfectures-là seront dotées d'au moins 2 sièges demain en 2018, où le mandat actuel de l'Assemblée nationale arrivera à expiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est en train de créer des préfectures dans une zone. Il faut avoir l'honnêteté, le courage de le dire, dans la région septentrionale du pays. Et donc, on vient de créer 3 préfectures dans la région septentrionale du pays pour les populations du Nord. Et on est en train de créer une préfecture, donc une circonscription électorale dans la région méridionale, dans le sud, encore pour les populations du Nord. Parce que, voyez-vous, c'est comme ça que vous voyez. Parce que c'est ça la réalité. À Détikopé et à Gouenivé, c'est une zone du Golfe qui est habitée, c'est vrai, par les populations originaires de la région septentrionale du pays. Or, ce genre de comportement qui est une communautarisation, finalement, des populations togolaises est très dangereux et est d'ailleurs interdit par la Constitution. Et c'est cela que nous dénonçons, parce que si ce n'est pas ça l'objectif du gouvernement, et que le commissaire du gouvernement lui-même reconnaît que le critère objectif qu'ils défendent eux-mêmes est valable pour Zion, est valable pour AO, est valable pour le Golfe, en ce moment-là, on aurait créé équitablement, pour les mêmes raisons et pour les mêmes causes, les préfectures dans les zones telles que les 3 députés de l'ANC l'ont proposé dans leur amendement déposé sur la table de la commission. Aux auditeurs, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Dans le débat aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la capacité effective de l'Assemblée nationale à contrôler l'action du gouvernement. Et vous, auditeurs, pourrez dans 2 minutes composer le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71 pour nous donner votre avis sur la question. Et nous sommes avec Isabelle Améganvi, présidente du groupe parlementaire ANC. Alors, il y a quelques semaines, vous aviez déposé une interpellation, une lettre demandant à ce que le gouvernement s'explique sur le financement de la réfection de l'aéroport de Niamtougou à plus de 30 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger cette interpellation? Vous savez, nous sommes des députés représentant la nation togolaise et nous remarquons que la vie dans notre pays devient de plus en plus difficile. Tous les secteurs d'activité se plaignent, notamment nos bonnes femmes des marchés et tout ça, de la mévente, des problèmes liés au fort poids de la douane, de l'OTR, de la mévente de leurs produits et tout ça. La vie est morose et la misère va endémique. Nous en étions là lorsque, pour la célébration du 27 avril, le chef de l'État a annoncé donc des chantiers, dont la réfection de l'aéroport de Niamtougou à près de 32,68 milliards de francs. Alors,
nous nous sommes posé la question de savoir l'utilité ou la priorité que nécessite la réfection de cet aéroport, puisque nous savions que cet aéroport a fait partie des éléphants blancs du régime RPT au temps où Feu Gnassingbé et Yadema pour les dépenses à la limite pas importantes mais nécessaires à sa seule utilisation, a donc fait construire cet aéroport là pour ses besoins personnels, puisque c'est seulement l'avion présidentiel qui utilisait cet aéroport. Je crois que les choses n'ont pas changé jusqu'à présent, hormis la dernière fois nous avons voté à l'Assemblée nationale le code de l'aviation civile, et c'est là que le représentant du commissaire du gouvernement qui défendait le texte nous avait appris que entre-temps Air Burkina a eu à utiliser vraiment quelques mois, et puis on a convenu que cet aéroport ne répondait pas aux normes internationales et autres, et donc on a abandonné, ce qui fait que l'aéroport de Niamtougou ne sert que à la limite au vol présidentiel, donc l'utilisation d'un seul homme. Et donc nous nous sommes posé la question de savoir si, compte tenu de la rareté des possibilités, des possibilités financières qui s'offrent à notre pays, il était opportun que l'on puisse réaménager à coût de 32 milliards et quelques cet aéroport-là, pendant que les populations togolaises sont dans un grand besoin d'hôpitaux, de centres de santé et même d'eau potable, de forage pour pouvoir avoir accès tout simplement à l'eau potable. Alors, et donc nous nous sommes posé la question de savoir, mais pourquoi la réflexion d'un aéroport qui ne sert finalement qu'à une seule personne, alors que avec 2 milliards et quelques, vous imaginez le nombre de centres de santé, le nombre ou la tonne de médicaments de première nécessité qu'on peut offrir. La réflexion, par exemple, de l'hôpital Sylvanus Olympio et de tous les centres de santé pour les rendre opérationnels tels que les médecins l'ont l'année dernière souhaité par les différents mouvements sociaux qu'ils ont eu à faire et autres. Et donc, c'est sur cela que nous avons posé la question de savoir quelle était l'opportunité, quel est l'intérêt de la réflexion à un tel montant de cet aéroga-là qui n'est pas utilisé finalement par les vols commerciaux. Parce que voyez-vous, l'aéroport de Lomé a été réaménagé aujourd'hui. La dernière fois, je lui dis, j'ai voyagé, je suis parti par l'ancienne aéroga pour rentrer par la nouvelle et comme on dit vulgairement, il n'y a pas photo. C'est vrai que c'est un aéroga, une belle aéroga qui répond aux normes internationales et autres et tout ça. Mais à coût de, je crois, 75 milliards à peu près, que ça a coûté. Mais nous soutenons la réflexion de cet aéroport-là, parce que vous savez, tous les vols commerciaux passent par là, Air France, Royal Maroc, tout le reste. Regard de Lomé, vous envoyez l'utilité. Voilà, l'utilité y est avéré parce que les vols commerciaux l'utilisent et tout ça, et puis vous savez, c'est une activité qui serait rentable pour notre pays. Par contre l'aéroport de Niamtougou, vous ne voyez pas son utilité au point de le financer avec ce montant. Avec ce montant-là, pour servir à quoi finalement, pendant que les besoins se font sentir ailleurs et sont prioritaires par rapport à la réflexion de cet aéroport. Alors actuellement, est-ce que vous suivez votre lettre? Quel est son parcours? Oui, vous savez, conformément au règlement intérieur, à la Constitution d'ailleurs, puisque c'est la Constitution qui permet le contrôle de l'action gouvernementale, et le règlement intérieur qui définit la procédure, dans les détails, les procédures à respecter en ce qui concerne les questions orales, parce que c'est par cette voie-là que le gouvernement est interpellé, que le contrôle se fait. Et donc la lettre a été déposée, la conférence des présidents s'est réunie pour en prendre acte et déjà transférée donc au ministre concerné, puisque cette question a été posée à 2 ministres, c'est-à-dire le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et le ministre des transports et des infrastructures, parce que c'est les 2 ministres qui sont concernés par ce problème-là.
Et donc, nous attendons normalement l'Assemblée nationale à la maîtrise de son ordre du jour et de son agenda. Et donc, c'est à l'Assemblée nationale de fixer la date à laquelle... Parce qu'il s'agit d'une question d'actualité. Et donc, s'agissant d'une question d'actualité, il n'y a pas de délai. Ça doit être évoqué s'agissant d'actualité le plus urgemment possible. Et donc, il se trouve que, bon, la dernière fois, nous avons fait le constat de ce que les deux ministres n'étaient pas là, nous a dit le président de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui reste en contact parce que, vous savez, pour qu'ils puissent répondre à cette interpellation-là, c'est les ministres qui doivent venir pour répondre à la question. Et lorsque les ministres ne répondent pas, voyez-vous, il ne peut pas y avoir de séance de questions orales et de débats là-dessus. Et donc, avant de vous demander si vous avez réellement l'impression de pouvoir contrôler l'action gouvernementale, nous allons prendre un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame ici. Oui. Comment vous allez? Ça va. Allez-y, rapidement, nous vous écoutons. Voilà. Il y a beaucoup de choses après les 53 ans passés du RPT. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Après toutes ces années, le RPT est obligé de gérer cette république comme sa propriété, où on fait ce qu'on veut, on vote les lois qu'on veut, on piétine la Constitution, on fixe les prix en désordre. Madame ici, pour revenir au sujet du jour, est-ce que vous pensez que les députés, madame ici, vous m'écoutez? Oui. Est-ce que vous pensez que les députés ont aujourd'hui effectivement la capacité de contrôler l'action du gouvernement? C'est pour ça que je propose que après tant d'années du RPT, il y a eu plein d'accords en 90, APG 2005, tout ce qui s'est passé. Ils pourront rien faire. Je crois qu'il faut que le RPT nous dise combien d'années il leur reste à rajouter aux 53 ans passés, c'est tout. Nous vous disons merci, madame Essie, d'avoir participé à ce débat. Nous vous souhaitons une excellente journée. Alors, à la lumière de ces propos de madame Essie, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez totalement impuissante face à l'action du gouvernement ou vous avez quand même une marge de manœuvre? Non, moi je m'élève contre ce défaitisme. C'est vrai que c'est qu'en 3 ans de lutte qui paraît inutile parce que à chaque c'est comme le mythe de Sisyphe, quoi. On enlève et puis on retombe et puis non, ça ne doit pas empêcher les Togolais de se battre pour y arriver. D'autres peuples l'ont fait et autres. Moi, je suis pas d'avis pour que on demande au régime RPT uni de nous dire combien de temps il leur reste encore. Non, le Togo n'est pas la propriété du RPT uni, encore moins d'une seule famille. Le Togo, c'est notre propriété à nous tous et nous devons faire en sorte, tel que nos aïeux se sont battus pour son indépendance, devons faire en sorte que tout le Togo soit l'héritage de tous les Togolais, pas seulement d'une minorité, etc. Encore que, bon, cette minorité, on commence à mettre un visage dessus aujourd'hui. Moi, je crois que la lutte doit continuer pour que nous nous battons. Et c'est ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Bon, on a l'air de croire que c'est une lutte inutile, mais moi, je ne dis pas que c'est inutile. Il faut qu'on le fasse et que les Togolais, je crois, arrêtent de dire que bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, et rentrer dans un défaitisme pas possible. Qui d'ailleurs, parce que c'est cela qu'attend le RPT uni aujourd'hui pour faire main basse sur le pays et puis bon, en finir pour l'éternité. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous voulez bien parler un peu plus fort? Bonjour, c'est M. Kokou. Oui, M. Kokou, vous nous appelez de... J'appelle Dagon. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, maître Isabelle. Bonjour. Bon, moi je voulais vous poser une question. Allez-y. La fois dernière, j'ai entendu un député uni déclarer sur Radio Victoire que le règlement intérieur de l'Assemblée qui demande à ce que la nomination des membres des institutions soit faite selon l'image de l'Assemblée, que là où il est écrit que essayer ne veut pas dire obligé. Donc, vous n'avez pas l'impression que c'est l'intention qu'ils ont sur les interprétations aussi?
Nous vous disons merci, Monsieur Kokou, depuis Agoué. Une oui, réponse. non, je sais que, vous savez, pour justifier l'injustifiable, bon, on dira tout. Hein. C'est pas seulement dans ce cas-là. Bon, je crois qu'il est en train de parler de la nomination des membres de la HAC par l'Assemblée nationale, parce que c'est comme ça que on les appelle, quand bien même c'est des élections. C'est que en réalité, par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée, ce que le député uni en question ne dit pas, c'est qu'il y a eu entre-temps le statut de l'opposition. Et dans le statut de l'opposition, il est clairement spécifié que l'opposition parlementaire participe à toutes les institutions de la République. Et donc, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit que tout cela doit se faire en tenant compte de la configuration de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, vous savez que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale dans l'opposition, c'est l'ANC. Or, il se trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la HAC a été créée alors que aucune candidature n'a été proposée par l'ANC, le parti majoritaire, et que de manière incongrue, l'UFC, qui n'a que 2 députés à l'Assemblée nationale, se retrouve avec un représentant à la HAC, alors que l'ANC, qui a 18 députés à l'Assemblée nationale, se retrouve avec 0 représentant candidat à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas justifié. Ce qu'il est en train de dire, c'est la violation pure et simple du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, d'une part, et ensuite du statut de l'opposition, parce que le statut de l'opposition fait obligation à l'Assemblée, à la représentation nationale, de tenir compte de l'opposition dans la composition des institutions de la République. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Étienne de Côte-de-Copé. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Moi, je voudrais demander à Madame Amegani, vu que la loi est maintenant passée, vu les articles d'inconstitutionnalité que l'opposition est en train de relever par rapport à cette loi, est-ce que l'opposition a l'intention de faire une action devant la Cour constitutionnelle? La première question. La deuxième question, c'est par rapport aux investissements pharaoniques que le gouvernement est en train de faire. C'est pour abonder dans le même sens que Maître Amegani. Nous sommes quand même un peu ahuris de cette propension du gouvernement à investir dans des grands projets, certes intéressants, mais pas immédiatement rentables pour la population qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas de l'eau potable. Nous nous interrogeons quel est l'objectif du gouvernement. C'est satisfaire la population ou bien des projets pour se satisfaire d'abord. C'est juste des interrogations. Nous vous disons merci, Monsieur Etienne, d'avoir participé à ce débat. Allez-y. Non. Premièrement, il voudrait savoir s'il y a un retour en arrière possible, un recours devant la Cour constitutionnelle, par exemple, par rapport à la loi votée. Oui, nous aviserons, parce qu'il s'agit de problèmes de stratégie que je ne peux pas débattre, dont je ne peux pas débattre tout de suite sur les antennes, étant entendu que nous aviserons tous ensemble, parce que vous avez vu que pour le vote de ce test-là, l'opposition parlementaire, notamment l'ANC, le carré a dit ont voté d'une seule et même voix vendredi dernier à l'Assemblée nationale, et donc c'est un problème d'intérêt national, puisque je vous avais dit tout à l'heure que ça concerne la Constitution, ça concerne l'équité, ça concerne les droits, l'égalité des droits de tous les citoyens devant la Constitution, devant la loi. Donc c'est un problème hautement important qui nécessite que l'on se penche dessus ensemble. Donc et donc nous aviserons ensemble de ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas possible que nous puissions déposer ou bien signer forfait en disant c'est fait, et donc laisser le gouvernement continuer donc à diviser notre pays, à communautariser le pays. Alors par rapport à l'aéroport de Niamtougou, ça va se faire. Est-ce qu'un retour en arrière est également envisageable? C'est 30 milliards, plus de 30 milliards, pour envisagez-vous qu'il puisse servir à autre chose? Vous savez, le travail des députés que nous sommes
et des partis politiques de l'opposition que nous sommes également, c'est d'attirer l'attention aussi. C'est de nous battre, et nous le faisons, et d'attirer l'attention de la population. Parce que, en réalité, la parole appartient véritablement au peuple. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas à l'Assemblée nationale de mon propre fait. C'est parce que des gens ont voté pour moi, à l'effet de les représenter là-bas, à l'Assemblée nationale, que j'y suis. Alors, lorsqu'il y a des problèmes qui se passent, notre mission, et c'est ce que nous faisons, parce que depuis que ce problème se pose, nous avions, la population a dû remarquer qu'avant aussi, nous déposons les interpellations et autres questions orales et tout, mais nous ne les rendons pas publiques. Nous ne les avons jamais rendues publiques parce que nous avons voulu compter sur la responsabilité de chaque institution à jouer sa partition dans la gestion de ce pays. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, l'exécutif ne joue pas sa partition comme il le faut. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé dorénavant, à chaque fois que nous déposons des interpellations, de rendre cela public pour que les populations qui nous taxent de ne rien faire à l'Assemblée nationale, à tort d'ailleurs, puissent être au courant de ce qui se passe et puissent sérier les responsabilités sur là où se situe le problème. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de rendre les questions que nous déposons publiques pour que les populations soient au courant. Et donc, nous avons déposé donc ce problème, et je suis d'accord, et c'est pour cela d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons l'inquiétude de l'auditeur tout à l'heure est partagée par nous, et c'est pour ça que nous avons trouvé opportun de déposer cette question pour qu'on nous dise en quoi aujourd'hui, en 2016, cela, voilà, ce financement. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons, et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vais demander à madame de savoir si entre un député et un ministre, qui a plus de pouvoir. Bon, si le député, pourquoi quand un député interpelle le ministre, par exemple un ministre des Finances, on envoie un autre ministère pour répondre à sa place? Merci beaucoup. Nous vous disons merci, monsieur à côté. Il demande à savoir lequel a le plus de pouvoir, le député ou le ministre, et pourquoi vous avez un ministre à la place d'un autre. Vous savez, ce problème-là est un problème qu'il faut poser dans son ensemble. Il y a un constat que nous faisons dans notre pays, c'est que tous les corps ont l'air toujours de ne considérer qu'une seule institution dans notre pays, c'est le président de la République. Et je vous avoue que c'est la rage au cœur des fois que vous êtes confrontés à cette situation où les gens considèrent les autres, à part la présidence de la République, les gens considèrent les autres institutions de la République comme des pis-aller. C'est-à-dire que c'est des institutions qu'on est obligé de mettre en fait avec. Bon, il y a également que, et ça aussi il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, que nous-mêmes députés, nous n'imposons pas le respect. Parce que, voyez-vous, moi je dis que si vous voulez qu'on vous respecte, ce n'est pas en criant respectez-moi que vous serez respecté. C'est en vous respectant vous-même d'abord et en imposant le respect qu'on vous respectera. Parce que lorsque vous êtes député de la nation togolaise et que à l'Assemblée nationale, au lieu de défendre les intérêts des populations qui vous ont mandaté à les représenter là-bas, vous défendez l'indéfendable. Tout à l'heure, par rapport à ce que l'auditeur a dit sur l'interprétation erronée à dessein du règlement intérieur de l'Assemblée et du statut de l'opposition par rapport à l'élection de la HAC, ça veut dire que demain, si le gouvernement sait qu'il a là-bas un député à qui il peut faire avaler toutes les couleuvres, il le fera. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et donc, d'abord, c'est nous-mêmes qui devons imposer le respect de l'institution que nous incarnons, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs a une place de choix dans la Constitution. Parce que vous verrez que dans notre Constitution, le Parlement vient avant même l'exécutif. Alors, voilà cela. C'est que les gens ne considèrent pas l'institution, l'Assemblée nationale. Et sinon, on ne peut pas dire qu'un ministre a plus de pouvoir qu'un député.
députés. Non, chacun joue son rôle parce que l'Assemblée nationale, c'est le législatif qui vote les lois et contrôle l'action gouvernementale. C'est ce rôle de contrôle-là qu'on nous empêche de jouer. Justement, par rapport à ce rôle de contrôle, Folie Adadé sur la page Facebook de Nana FM pense qu'étant donné que le parti au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée, vous n'avez pas réellement de capacité de pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Vous savez, dans tous les pays, cela se fait comme cela. Et je vous donne l'exemple parce que vous savez, nous faisons des sorties vers les autres parlements pour apprendre comment se passe le travail parlementaire et tout ça. En France aujourd'hui, il y a une majorité et une minorité à l'Assemblée nationale. Et les interpellations des ministres viennent des deux rangs. Les députés de la majorité posent des questions, interpellent le gouvernement de la même manière que les députés de l'opposition. Donc là, c'est la conception du travail du député qui est en cause. Et c'est sur les questions d'intérêt national que le problème se pose. Qu'on soit dans l'opposition ou dans le parti au pouvoir, c'est le problème de l'aéroport de Niamtougou sur l'importance de la nécessité du financement actuel par rapport aux grands défis aux grands défis sociaux. Par exemple, les centres de santé, les hôpitaux, l'eau potable et autres là. Mais on ne peut pas dire que lorsqu'on se trouve dans une zone où il n'y a pas d'eau potable, où les populations sont obligées d'aller creuser pour avoir accès à une eau boueuse insalubre à la Constitution, il y a une différence entre les populations qui sont de unis ou de l'opposition. C'est tout le monde qui boit cette eau et c'est tout le monde qui tombera malade, qu'on soit de l'opposition. Donc, c'est un problème d'intérêt qui interpelle qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité. Et c'est en ce sens-là que le député doit pouvoir transcender son appartenance politique et défendre l'intérêt de la population lorsqu'il s'agit de défendre son intérêt. En même temps que votre mot de la fin, une réaction à cette intervention sur la page Facebook de Nana FM, Améou Adigban, il dit que le Togo est loin d'avoir des institutions indépendantes et fortes, ce dont vous venez de parler. Il dit que de ce fait, on ne peut que subir tout du pouvoir en place. À son avis, seul un ange quittera le ciel pour apporter la lumière dans la maison de la politique togolaise et de la société civile. Non, ça je suis pas d'accord. Moi je dis seuls les Togolais qui se battront pour avoir plus de liberté et de démocratie dans leur pays réussiront. C'est pour cela que nous appelons par exemple à la manifestation de samedi prochain pour que nous reparlions du problème des réformes, que nous reparlions des locales qui sont nécessaires dans ce pays. Parce que voyez-vous, les élections locales permettront à ce que les collectivités et territoriales soient régies à la base par des personnes qui auront été élues, choisies par les populations elles-mêmes et qui seront obligées de rendre compte, et cela changera beaucoup de choses. Donc nous appelons toute la population de Lomé et nous disons qu'il est temps de finir avec le défaitisme que nous remarquons aujourd'hui en disant que nous ne pouvons rien contre ce régime et donc nous sommes obligés de rester là à subir les dictats, les incongruités et tout ça que ce régime-là fait subir à la population depuis plus de 50 ans. Et c'est pour cela que tous les Togolais doivent participer à la marche, si tant est que les populations sont d'accord pour que les réformes se fassent et que enfin dans notre pays l'alternance puisse arriver. Merci et donner des solutions. Isabelle Améganvi, présidente du groupe parlementaire ANC, d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à Antoine Tété-Omeni et Stan Teko à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Dans quelques instants, Karine de Souza pour les avis et communiqués. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de votre radio.